Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 100 000 francs CFA, 150 € à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. La francophonie économique, mythe ou réalité pour les hommes d'affaires, elle existe bien. Je pense que la francophonie a une légitimité, ça a été rappelé. Quand on parle la même langue, le développement du business est beaucoup plus facilité. Pas tous les jours facile d'être africain en Chine. Nous avons été à la rencontre de ces expatriés du continent à Canton. La Chine, tout le monde se jette ici. Tout le monde est ici, les Américains, les Européens, tout le monde est ici. Mais c'est moi aussi africain, je suis ici. Le business. Comment créer mon entreprise dans l'espace OADA? Votre séquence Le droit des affaires, c'est votre affaire, donne de précieux conseils. L'avantage d'une entreprise au Bénin, l'avantage est que si tu es à jour vis-à-vis le fiscal, tu peux avoir beaucoup de marchés au niveau de l'État et au niveau des institutions internationales. Selon les dernières statistiques du FMI sur l'endettement, l'Afrique francophone est globalement la partie la moins endettée du continent. La raison, un fort dynamisme économique qui réussit à propulser la croissance de ces pays. De quoi se demander si la francophonie se retrouve aussi dans les affaires. Autrement dit, une communauté fondée sur la langue française peut-elle devenir une communauté d'intérêt? Notre journaliste David Thiombiano a posé la question. La francophonie, un espace sur 5 continents, une population qui avoisine 300 millions de francophones, une plateforme sur laquelle se rencontrent des pays du G20 et des pays en développement et qui représente aujourd'hui 25% des échanges commerciaux dans le monde. Cette communauté fondée sur la langue française peut-elle devenir une communauté d'intérêt parce que la défense et la promotion de la langue de Molière et des valeurs qu'elle véhicule ne suffisent plus? Aux yeux des entrepreneurs, pour créer un courant d'affaires plus fort entre francophones, il faut une même réglementation dans le domaine du commerce. Il faut aussi des décisions politiques fortes de ce côté. La formation devrait aussi jouer un rôle important en apportant l'expertise dont les entreprises ont besoin pour se développer. Enfin, pour les patrons francophones, la coopération francophone doit s'investir dans des secteurs clés comme l'énergie et les nouvelles technologies, le transfert de technologies. Ce qui est des prioritaires selon moi au niveau de la francophonie, c'est surtout les transferts de la technologie. Si on doit arriver à une croissance partagée, il faut absolument que les pays du Nord puissent apporter leur expertise dans les pays du Sud de manière à ce que le niveau de vie soit à un niveau tel que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, par exemple d'immigration, ne puissent pas s'accélérer, que les Africains puissent trouver un terrain chez eux pour évoluer, mais tout en collaborant. On peut venir en Europe pour apprendre, pour échange d'expérience et non pour rester en Europe. Pour les experts présents, la francophonie économique doit avant tout s'appuyer sur les entrepreneurs. Depuis 2 ans, les acteurs multiplient les forums pour dessiner les contours des marchés francophones dynamiques. Après Dakar en 2014, les voici à Paris pour échanger sur les moyens de faciliter le commerce entre francophones. L'idée d'un passeport fait même son chemin pour ouvrir davantage les pays aux investisseurs francophones, même s'il reste assez utopique. Je pense que c'est un atout quand vous êtes marocain, francophone et que vous partez en Afrique subsaharienne, on se sent chez nous. Donc la langue n'est pas uniquement une passerelle pour une passerelle, mais est je pense, un vrai vecteur pour faire les affaires beaucoup plus facilement. Donc, mais il faut donner du contenu à la langue, et donner du contenu, c'est armer les entrepreneurs sur tout ce qui nous manque aujourd'hui. C'est un marché, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc la capacité ou la possibilité de bouger dans ces espaces, parce qu'un entrepreneur dans un marché globalisé qui doit rester chez lui ne peut pas être compétitif. Donc oui, pour la francophonie, mais une francophonie dans les deux sens. Du côté des États, les projets se limitent pour l'instant à des initiatives isolées.
La France, par exemple, propose un visa de 4 ans pour permettre une plus grande mobilité des entrepreneurs. Le Sénégal a pris sur lui l'initiative de supprimer le visa pour les Français qui veulent aller au pays de la Teranga. Les politiques sont portées vers des actions qui vont faire prévaloir durablement la préférence francophone et stimuler les courants d'affaires entre les pays de la communauté. Mais tous ces engagements ne viennent-ils pas trop tard? C'est en tout cas l'avis de certains acteurs qui voient francophonie rimer plus avec colonie qu'avec économie. La francophonie économique, c'est bien, mais pourquoi a-t-on perdu tant de temps? Vous savez, les affaires, c'est beaucoup plus l'anglais. C'est beaucoup plus l'anglais qui discute les affaires. L'économie des pays anglophones est plus dynamique. Au fond, les organisateurs du forum et l'OIF elles-mêmes le savent bien. Il s'agit moins de combattre la langue anglaise ou chinoise qui prennent une place considérable dans les TIC comme dans la finance que de développer un réseau d'affaires solide basé sur des affinités culturelles et des valeurs avec tous ceux qui, de près ou de loin, sont francophones ou francophiles. La francophonie économique existe. Oui, la francophonie économique attire. Je pense que la francophonie a une légitimité, ça a été rappelé. Quand on parle la même langue, le développement du business est beaucoup plus facilité. Donc ce qui est important maintenant, et ce que j'attends personnellement, nous, en tant que Hub Africa de la francophonie, c'est d'être sur le terrain concret des gens comme nous et de voir comment on peut s'appuyer sur ces grandes maisons que sont l'OIF et qu'elles sachent utiliser les entrepreneurs pour pouvoir aller toucher d'autres entrepreneurs. Nous sommes en train de pousser des textes de loi sur les business angels, sur le crowdfunding, et nous pensons que ces modèles peuvent être soutenus par l'OIF. Même si la francophonie économique cherche ses marques, elle s'engage vers une offensive sur un continent d'opportunités. Une Afrique que convoitent aussi bien Américains, Chinois, Japonais, Brésiliens et Indiens qui multiplient des initiatives de partenariat. Un secteur en Afrique réussit à prospérer en pleine pandémie. Ce secteur, c'est celui des fintechs spécialisés dans la finance électronique. La start-up de paiement digital nigériane Paystack, avec une centaine d'employés et 60 000 utilisateurs, vient d'être acheté par l'américain Stripe. Ce deal, évalué à plus de 200 millions de dollars, fait suite à plusieurs opérations similaires cette année. DPO, service de paiement pour les entreprises, et Sunwave, start-up de transfert d'argent, ont changé de main pour de centaines de millions de dollars. Mauvaise nouvelle pour les producteurs de coton malien, la campagne 2020-2021 devrait aboutir à un volume récolté de 176 200 tonnes, 75% de moins que l'an passé. Les raisons de cette baisse historique de la production sont bien sûr liées au ralentissement de l'industrie textile mondiale. Il a entraîné une baisse du prix minimum garanti aux producteurs et les a incités à se tourner vers des productions plus rentables. Little Africa, c'est ainsi que l'on appelle le quartier africain à Canton, en Chine. Fin 2019, plus de 13 500 Africains vivaient dans cette cité, en majorité pour faire du commerce. Mais cette année, des incidents de discrimination ont été rapportés par les résidents africains de la ville et les autorités chinoises ont dû monter au créneau pour condamner toute forme de racisme. Notre correspondant Zhao Han a visité la communauté africaine de Canton. Guangzhou, province de Canton, une des villes portuaires les plus riches de la Chine. Au cœur de Canton, sur près de 10 km², habitations, boutiques, salons de coiffure et restaurants recomposent un village au milieu des gratte-ciel. Dans cette petite Afrique d'Extrême-Orient, on parle français, anglais, malinké, soussou. Ils sont originaires du Mali, du Cameroun, de Guinée, du Libéria, du Nigeria, du Congo. Musulmans ou chrétiens. Il serait déjà près de 200 000, dont 20 000 sont en situation régulière avec un visa d'entrée et un droit de séjour pour plus de 6 mois. D'après une estimation officielle, ce chiffre augmenterait de 30 à 40% chaque année. D'habitude, je fais toujours les allers-retours, je viens ici, je fais mes achats, mes séjours s'arrêtent et puis je regarde mon pays. C'est ce que j'ai toujours fait depuis 2 ans. En général, je suis dans la télécommunication. Donc j'achète le matériel informatique, quelques
téléphone, des pièces d'échange informatique, ce sont des choses que j'ai toujours fait. Mais il n'y a pas que des revendeurs informatiques ici. La plupart des Africains achètent aussi des vêtements et autres accessoires de mode. Certains possèdent même leur propre boutique. C'est le cas d'Elongola Mawango, originaire de la République démocratique du Congo. Il s'est installé en Chine avec toute sa petite famille il y a 3 ans maintenant. Apparemment, c'est comme si ici, en Guangzhou, les affaires vont bon train. Comme partout au monde, actuellement on parle de la Chine. Tout le monde se jette ici. Tout le monde est ici, les Américains, les Européens, tout le monde est ici. Mais c'est moi aussi africain, je suis ici. Le business. Au début, là, c'était un peu difficile, mais actuellement, ça va. Apparemment, c'est comme si les Chinois maintenant commencent à signer avec tout le monde. La Chine, ça va un peu. Ça va pour le moment, ça va quand même. C'est très bien, l'habitation c'est bien, tout, les commerces, les quoi, ça va. J'étais venu ici en cas de business. Salons de coiffure, magasins de vêtements ou autres petits commerces, les Africains semblent s'être bien adaptés à l'environnement chinois. Malgré tout, ils doivent faire face à des difficultés, notamment les différences culturelles et linguistiques. Quand on se croise, on se dit « hello », c'est tout. Sa langue, je ne peux pas la comprendre, on ne peut pas communiquer. Selon un rapport officiel, entre 1995 et 2006, les polices chinoises ont arrêté 63 000 clandestins africains, dont 16 000 rien qu'en 2006. Et Pékin semble prise entre deux eaux. Si le géant asiatique s'est engagé à signer des échanges commerciaux sains et équitables vis-à-vis du continent noir, il doit aussi faire face à une vague d'immigrés africains qui viennent habiter dans des quartiers déjà très surpeuplés, ce qui crée une concurrence pour le commerce et aussi pour la main-d'œuvre. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Alors que de nombreux pays africains se débattent dans une spirale de dette, l'Angola a découvert que les fonds volés à l'État pouvaient faire partie de la solution. Les autorités angolaises estiment que plus de 24 milliards de dollars ont été volés dans les caisses du pays à l'issue de complexes opérations de corruption et de blanchiment d'argent. Toute la question est maintenant de réussir à les récupérer alors que l'Angola, deuxième producteur africain de pétrole, est en négociation pour rééchelonner sa dette. L'Union européenne a dit oui au Mozambique. Son gouvernement avait demandé l'assistance logistique et technique européenne pour venir à bout d'une insurrection armée de militants islamistes. Les troubles ont commencé en 2017 mais ont culminé ces derniers mois dans la région de Cabo Delgado, dans le nord-est du pays où des villes sont aux mains des rebelles. Pour évoquer ces développements, je suis rejointe depuis Pretoria par Lille Vandran, analyste à l'Institut d'études et de sécurité. Lille, bonjour et merci de répondre à nos questions sur Business Africa sur la situation à Cabo Delgado. Quelle est la stratégie du groupe islamiste Ansar al-Sunna dans la province de Cabo Delgado? Nous avons vu plus tôt cette année, vers le mois de mars, une nouvelle stratégie des groupes qui ont envahi certains villages, ont distribué de la nourriture et ils ont dit, selon des témoignages aux populations, que en fait ils sont pas là pour s'attaquer aux civils, mais que ils sont là pour s'attaquer au gouvernement. Et justement, ils ont donc brûlé les mairies, etc. La plupart des gens ont fui des villages. Il y a à peu près 300 000 déplacés internes qui viennent vers Pemba, donc la capitale régionale. Le village de Moçamboa da Praia, qui est près de Palma, donc dans le nord, est pratiquement vide de ses habitants. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une situation où des civils sont attaqués, ils fuient leur village et ils sont entraînés par la force pour joindre les groupes. L'Union européenne vient d'apporter son soutien, mais est-ce que les soutiens extérieurs du gouvernement du Mozambique sont suffisants? Le gouvernement mozambicain ne voulait pas que les médias internationaux, surtout, parlent de ce conflit. Et aussi à cause du fait qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques, il y a des réserves de gaz, il y a des grandes entreprises multinationales qui sont présentes justement exactement dans cette province de Cabo Delgado. Donc il y avait à la fois
j'allais dire, mes connaissances du conflit. Et beaucoup de pays comme en Afrique du Sud, on a hésité un peu. La SADC, la communauté économique régionale, doit s'impliquer pour coordonner toutes ces réponses. Éventuellement aussi une aide des pays comme le Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique du Sud, militaire, mais aussi en termes de partage d'informations, intelligence sharing, comme on dit, parce que pour nous, c'est très important de dire qu'il faut des solutions africaines et pas faire les mêmes erreurs qu'on a vues ailleurs sur le continent. Comment la situation peut-elle évoluer pour les gouvernements et ses partenaires commerciaux qui cherchent à développer les gigantesques découvertes de gaz situées justement dans cette région menacée de Cabo Delgado? En fait, c'est très, très important pour le Mozambique et pour ses voisins qu'il y a une situation de paix et de tranquillité, au moins que ces attaques soient minimisées et que l'activité économique puisse continuer, parce que c'est vraiment une des plus grands investissements en Afrique ces dernières décennies. On parle ici de 60 milliards de dollars d'investissement. À partir de 2024, par là, le Mozambique va devenir une des plus grands exportateurs de gaz naturel au monde, surtout sur le continent. C'est sûr. Et pour toute la région, ça peut être une création, un pôle d'activité économique qui peut créer des emplois. Merci pour toutes ces précisions. La crise financière s'accentue au Soudan du Sud où la devise s'est effondrée. Le pays a été très affecté par la baisse des prix du pétrole qui a fait chuter les recettes de l'État. Il ne détient pas assez de réserves de change pour empêcher une inflation galopante et la plupart des magasins du pays sont fermés après avoir été contraints de doubler leur prix. Comment créer mon entreprise? Vous êtes nombreux à vous poser la question et à vous demander si c'est le moment de franchir le pas. Il est vrai que quelques documents suffisent pour devenir son propre patron, mais comment faire prospérer son affaire? Élément de réponse avec David Ciambiano dans ce premier reportage de notre série « Le droit des affaires, c'est votre affaire ». Regardez. Comment créer mon entreprise? Rien d'aussi simple même pour un débutant. Au Bénin, Sébastien n'a eu besoin que d'une copie de sa carte d'identité, 2 photos et 72 heures après, le voilà officiellement reconnu entrepreneur avec sa carte professionnelle et son registre de commerce. Et pour couronner le tout, un coaching d'experts pour l'initier à l'art de gérer son business et même pour éviter les arnaques. Et je sais ce qui est impôt. Quelqu'un d'impôt ne peut pas venir ici maintenant me taquiner pour bien me prendre des sous. Je sais à peu près ce que je vais payer. L'avantage d'une entreprise au Bénin, l'avantage est que si tu es à jour vis-à-vis le fiscal, tu peux avoir beaucoup de marchés au niveau de l'État et au niveau des institutions internationales pour pouvoir payer tes employés, se vivre aussi. Et puis pour pouvoir aider le gouvernement d'une manière que le gouvernement trouve un peu chez toi pour payer les salaires à plusieurs personnes qui travaillent dans le gouvernement. Comme Sébastien, 1500 acteurs du secteur informel ont migré vers le formel, attirés par les avantages du statut de l'entrepreneur proposé par l'OHADA. Ils peuvent rêver un jour de passer à l'étape supérieure, d'évoluer du statut de TPE, très petite entreprise, vers une société à responsabilité limitée ou même une société anonyme et jouer ainsi dans la cour des grands. Là également, les conditions ne sont plus hors de portée comme par le passé. Si par le passé, il fallait 1 million de francs CFA pour constituer le capital social d'une société à responsabilité limitée, aujourd'hui, il ne faut plus que 100 000 francs CFA. Certains pays comme le Sénégal vont plus loin. C'est le statut de la société qui précise la valeur du capital. Il peut être de 10 000 francs CFA si les promoteurs font ce choix. Les actes de notaire qui prennent en charge la création de l'entreprise sont revus eux aussi à la baisse. Par exemple, 20 000 francs CFA
pour une SARL au capital de 100 000 francs CFA. Aujourd'hui, créer une société, ça a l'avantage de pouvoir identifier un patrimoine d'affectation. Donc, celui qui la crée ne pourra être recherché, ne prend un risque qu'à hauteur de ce qu'il met dans la société sur le plan juridique. L'autre avantage est effectivement sur le plan des relations avec les partenaires, avec les autres. Travailler avec une banque, quand on se présente comme une société, c'est toujours mieux que de se présenter comme monsieur Intel. Parce que immédiatement, effectivement, la banque, la confiance, les interrogations sont plus nombreuses et la confiance se crée probablement moins vite que lorsqu'il s'agit d'une société. La banque se renseignera pour savoir si cette société est en règle, si son registre de commerce est conforme, si elle est immatriculée auprès des impôts. Et donc, ça donne déjà un élément de crédibilité qui est plus important et donc qui facilite la vie des affaires. Le budget de mon pays est à 95% fiscal. Tu payes l'impôt, tu travailles dans la formelle, tu payes l'impôt. Et l'État ne fait rien pour t'accompagner dans ta taxation. C'est pourquoi moi, personnellement, j'ai choisi d'œuvrer, toutes mes actions sont à 80% dans l'informel. Parce que si je ne fais pas l'informel, je ne peux pas m'en sortir. Être compétitif, c'est un impératif pour développer son entreprise. Il faut alors savoir allier savoir-faire, imagination, innovation et intelligence économique. Il faut être premier pour remporter des appels d'offres et des contrats. Réussir ou fermer boutique, c'est l'implacable loi de la concurrence. Mais comment gagner ce pari quand le jeu n'est pas si ouvert, quand le délit d'initié s'y mêle? Dans le gouvernement, même ceux qui ont nommé un directeur, ce directeur se fait une société rapidement et c'est lui-même qui prend le marché. Tu peux déposer ton dossier à plusieurs reprises, toi tu ne gagnes jamais le marché. Et ça fait qu'il y a plusieurs sociétés et établissements qui ferment leur entreprise au Bénin. Que l'on soit dans les pays de la zone Ouada ou non, il faut bien reconnaître que des efforts sont à faire en matière de transparence et de gouvernance. Mais quelle que soit la situation, l'entreprise formelle bénéficie d'une responsabilité limitée. Elle peut prendre le risque de voir plus grand, de devenir un jour une grande société qui fait dans le commerce international. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 100 000 francs CFA, 150 €. Il s'agit du jeu numéro 537, tous à vos crayons. Écoutez bien les deux questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Combien compte-t-on de francophones dans le monde? 600 millions, 500 millions ou 300 millions? Deuxième question. Combien de temps faut-il pour créer une entreprise dans l'espace OADA? 6 mois, 8 jours ou 72 heures? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre page Facebook. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous! Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez. Avec les réponses, bien sûr, ce jeu par exemple est le numéro 537. Le gagnant recevra 100 000 francs CFA, 150 € par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 533. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Qu'est-ce qu'un soukouk? Réponse, un instrument financier. Deuxième question. Combien de personnes vivent du café en Éthiopie? Réponse, 15 millions. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai le réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacotte. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.